La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts et rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Robin de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur et aujourd'hui je suis avec Géraldine, Christelle et Alexiane. Dans un premier temps, on demande toujours à nos intervenants de se présenter, donc je vous laisse la parole pour nous dire d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a amené ici aux rencontres internationales de la classe dehors aujourd'hui. Donc bonjour, je suis Géraldine, je travaille au rectorat de Poitiers et je suis chargée de mission en éducation et développement durable. Et donc je suis venue parce que j'ai un doute du coup, je suis venue pour représenter l'académie au niveau des rencontres internationales de la classe dehors. Donc, moi, c'est Christelle. Je suis de l'éducation nationale, conseillère pédagogique départementale sur les Deux-Sèvres. Je coordonne sur mon département un groupe de travail classe dehors. Et si je suis là sur les rencontres, c'est parce que je suis praticienne de la classe dehors et accompagnatrice formatrice des pratiques sur le terrain. Et je suis Alexiane Spanu, je travaille à l'association Graines Poitou-Charentes, qui est un réseau régional d'éducation à l'environnement. Et donc je suis partenaire de Christelle et Géraldine sur les questions de classe dehors depuis plusieurs années. Et donc c'est pour partager et écouter d'autres expériences que je suis à Marseille. Très bien. Et donc, en premier temps, j'ai une question classique qu'on pose également à tout le monde. Pourquoi apprendre dehors ? Qu'est-ce qui vous a mené à travailler pour la classe dehors ? Et qu'est-ce qui vous emmène à travailler ensemble aussi au quotidien sur ces sujets-là ? Alors, pourquoi emmener les élèves dehors ? Pour moi, en tout cas, je l'ai vécu en tant qu'élève. Très bien. Donc, il y a très longtemps. Ouais. Et j'ai... Instinctivement, je crois, dès ma première année d'enseignante, j'ai emmené mes élèves dehors pour expérimenter des choses. Alors plus sur le côté scientifique au départ, et après j'ai été très vite attachée aux sensibles. Très bien. Ouais. Donc l'aspect science en premier temps, donc sciences de la vie par exemple avec des ateliers de botanique et à la fois rapport sensible au... Alors moi je suis prof de sciences physiques mais c'était étudier les phénomènes, les comprendre et les voir mais en vrai et pas sur un livre. Très bien. Voilà. Ok. Et à votre sens, qu'est-ce que ça apporte justement dans l'éducation aux sciences physiques par exemple d'être dehors directement, d'avoir un rapport vécu dans la compréhension des phénomènes justement ? Et ça va ancrer l'élève dans ses apprentissages parce qu'il va se souvenir, il va créer en plus un souvenir et donc il va mieux apprendre les choses. Et puis il va découvrir des choses par lui-même peut-être davantage qu'en classe. Voilà, il va associer un sentiment à ce qu'il va créer et ça donne un plus grand impact sur la méta, enfin voilà, sur tout ce qu'il va apprendre en fait. Ça, très bien. Ouais. Christelle, Alexiane, est-ce que vous voulez compléter donc cette question ? Pourquoi aller dehors ? Pourquoi amener les enfants dehors ? Ouais, alors je voudrais juste rajouter que pour moi, apprendre dehors, c'est prendre en compte non seulement la tête, mais aussi le corps et le cœur des personnes apprenantes. On apprend mieux dehors avec le corps en mouvement. Et donc ça me paraissait important de le rajouter en plus. Très bien. Et donc vous faites référence à cette question de corps, de sensible. Aujourd'hui, avec les enjeux qu'on connaît, les enjeux de transition écologique, par exemple, en quoi, effectivement, avoir recours au registre du sensible, c'est important dans l'éducation. Est-ce que ça permet d'aller plus loin ? Est-ce que ça permet d'apprendre différemment, d'apprendre plus, d'apprendre des choses différentes ? J'y vais. En fait, nous, dans toutes les pratiques d'accompagnement à l'enseignement dehors, on développe cette idée d'invariant pédagogique qui est la place de l'éco-formation en fait. Et donc de prendre en compte cette approche sensible, imaginaire avec le dehors pour ancrer et incorporer ce qui est vécu par l'enfant. Donc c'est partir de l'expérience des participants
qui va aider à mieux incorporer les enseignements qui soient axés sur les savoirs, mais aussi sur les savoir-faire et les savoir-être. Donc c'est une innovation pédagogique qui permet vraiment une amélioration en fait même de l'enseignement en tant que tel. Au-delà. C'est alors une innovation pédagogique. Je dirais que la place, les questions de nature dans l'éducation, elles sont anciennes. Dès le début du XXe siècle, en fait, on prend en compte la nature dans l'éducation. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est effectivement, comme tu le disais, ces enjeux environnementaux dont l'école pour lesquels l'école a aussi à répondre d'une autre façon. On accueille aujourd'hui dans nos établissements des enfants qui ont des difficultés à se concentrer, à se poser. Le fait de les emmener dehors, ça va leur permettre à la fois de rester en mouvement, mais de développer leur attention et leur concentration pour apprendre et pour aussi s'ouvrir au milieu dans lequel ils vont évoluer. Et donc très concrètement, vous, dans votre quotidien, vous vous adressez à quels acteurs directement? Vous favorisez justement l'implantation de classes dehors sur votre territoire, si je comprends bien. Oui, alors on a eu d'ailleurs une commande de l'école académique de formation continue, justement pour proposer une formation à des formateurs sur la classe dehors et justement accompagner au plus près les enseignants sur leurs pratiques et qui ont envie de se lancer. Et donc, on a travaillé toutes les trois ensemble, enfin, entre autres. On a d'abord établi et construit un groupe de travail pour savoir comment on allait répondre à cette commande. Christelle et moi, on a été mobilisés. Je suis du second degré, elle est du premier degré. On voulait que ce soit une formation interdegré et avec des invariants pour qu'on puisse accompagner au mieux les enseignants dans leur classe et qu'ils osent se lancer. Et donc, il a fallu construire une formation ensemble. Et alors, un point qui nous semble très important dans les formations qu'on accompagne, c'est que donc pour cette formation, tu as parlé, Géraldine, de l'interdegré, mais c'est une formation qui est co-construite avec entre l'éducation nationale et nos partenaires associatifs, parce qu'en fait on a une expertise maintenant sur notre territoire de l'Académie de Poitiers. C'est une réflexion et la construction de ressources à partir d'un collectif de formateurs qui est constitué de formateurs d'éducation nationale et de formateurs de milieu associatif. Donc on a développé une culture partenariale dans les pratiques d'accompagnement et de formation en classe dehors. Donc, Alexiane, du coup, vous faites partie d'une association qui participe à ce projet. Tout à fait. Et on a développé une forme de partenariat assez particulière, ce qu'on appelle le partenariat apprenant, qui a comme particularité c'est-à-dire que quand on travaille ensemble, on se dit qu'on souhaite aussi apprendre ensemble. Donc, par exemple, co-construire une formation à plusieurs, c'est aussi l'occasion de se co-former, de mieux comprendre comment travaillent les uns et les autres, quelles sont leurs attentions. Et donc, on n'est pas que dans de la complémentarité, on est bien dans apprendre ensemble. Et donc, ça signifie qu'on prend aussi des temps dédiés pour bien percevoir ce que font les uns et les autres et s'en enrichir. Et donc, c'est vraiment un partenariat extrêmement riche. Et le partenariat apprenant, ça nous tient à cœur sur ce territoire-là, parce que c'est des notions qui ont été travaillées depuis de nombreuses années sur ce partenariat éducation nationale et réseau d'éducation à l'environnement. Et donc on poursuit ce travail de longue haleine. Okay, donc vous essayez vraiment de construire des communautés apprenantes qui apprennent ensemble autour d'un objet d'étude, en fait, qui est le fait d'apprendre à apprendre, quoi, si je comprends bien. Okay. Et d'ailleurs, en parlant d'apprendre à apprendre, c'est quand même un défi de ne pas directement, en fait, d'avoir une sorte d'être en méta presque, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voyez des défis aujourd'hui, justement, dans la formation de formateurs? Est-ce que vous voyez des réticences, de l'enthousiasme? Sur quel point? Et comment franchir certains obstacles que vous considérez comme dominants
domaine-là ? Alors en tout cas, nous, le premier défi qu'on a eu par rapport à la commande de l'école académique de la formation continue, c'était notre volonté de proposer une formation pour des formateurs de l'académie, mais qui soit encadrée par des formateurs, formatrices de ces deux champs, du champ de l'éducation formelle comme du champ de l'éducation non formelle. Donc c'est pour des formateurs de l'académie qui sont que du champ de l'éducation nationale, venir et vivre une formation dans laquelle les formatrices sont à la fois du champ associatif et du champ de l'éducation nationale, eh bien c'est aussi une ouverture pour ces formateurs. C'est une prise de conscience que eh bien on peut s'enrichir les uns les autres et s'appuyer sur les compétences. Enfin, on a des compétences complémentaires qui sont utiles pour pouvoir mieux accompagner sur le terrain en fait les enseignants qui pratiquent déjà la classe dehors. Peut-être sur la forme, enfin, ce qu'on a proposé dans cette formation, du coup, c'était justement, parce que c'est ça qui nous paraît très important, avoir un cadre qui nous permet de faire une formation de formateur, c'est essentiel pour pouvoir démultiplier les pratiques de classe dehors sur le territoire. Et ensuite, le défi, c'est de les faire de façon correcte, on va dire, pour que justement ça impacte vraiment les formateurs. Et donc voilà, on croit beaucoup à la puissance de la pédagogie expérientielle pour ça. Donc on a proposé vraiment, ça c'est je dirais notre fil rouge en fait dans les formations, aux formateurs de vivre des situations qu'ils pourraient retransmettre ensuite. Donc on utilise dans nos différents milieux des termes différents. Ça peut être proposer des situations d'homologie, des situations miroirs. Nous on parle d'immersion nature avec des temps de réflexivité ou de pédagogie expérientielle. Et on a une grande attention également sur le fond et la forme. Donc, comme le disait Christelle tout à l'heure, si on fait une formation sur la classe dehors, évidemment qu'il faut être dehors. Alors nous, ça nous paraît une évidence. Malheureusement, ça ne l'est pas toujours. Donc c'est un point absolument important. Et on propose également de l'alternance pédagogique. Donc avec on varie les formes tout au long de la formation. Et donc, ce qu'on a abordé lors de ces 2 journées, tout d'abord, c'était de faire culture commune autour de la classe dehors, parce que même si le sujet est davantage connu qu'il y a quelques années, il y avait encore besoin de préciser, de travailler sur les représentations de chacun pour faire aboutir une vision commune de ce nouveau collectif de formateurs académiques. On a également travaillé sur les potentiels pédagogiques des lieux qui accueillent la classe dehors. Donc, comment est-ce qu'on les repère, comment est-ce qu'on s'en saisit, et donc comment on aborde les compétences du socle commun en classe dehors avec toutes ces richesses du dehors. On a abordé les questions d'éco-formation dont parlait Christelle tout à l'heure. On a également amené des éléments autour de la chronologie sur la pédagogie en plein air, parce qu'effectivement on en parle beaucoup aujourd'hui, mais il y a plein de choses qui ont été posées dans le temps et sur lesquelles on peut s'appuyer également. On a partagé des ressources qui existent beaucoup aujourd'hui, alors que quand on a démarré, il y en avait encore pas beaucoup. Donc, où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'on peut les trouver, où est-ce que les formateurs peuvent les trouver. Et puis, on leur a proposé évidemment de se projeter par la suite, à la suite de la formation, comment ils envisagent, comment ils imaginent développer des accompagnements et des formations. Pour en venir par exemple à une question un peu plus concrète là-dedans, par exemple sur le choix du lieu, qu'est-ce qui ressort en fait de ces formations sur comment choisir son lieu ou faire classe dehors en tant que professeur? Alors, le lieu de notre formation ou le lieu pour faire classe dehors, pour emmener les enfants directement, le choix du lieu de la classe dehors directement. Très bien. Mais il faut qu'il soit... Alors, il faut qu'il soit... Enfin, c'est bien qu'il soit proche de l'environnement de l'élève, parce que comme ça, on peut y aller assez régulièrement. Un ancrage quotidien, ouais. Oui.
quotidien, hebdomadaire. Après, on le fixe comme on veut, mais ça, c'est l'enseignant qui va le fixer. Mais effectivement, c'est un ancrage quotidien où il va s'approprier un lieu connu, ou en tout cas qu'on va apprendre à connaître. Et puis, de proximité, effectivement, on a ça dans les textes, on doit amener les élèves à s'emparer de l'environnement proche. Donc c'est important. Et après, je dois oublier des choses, Christelle ? Du coup, je voudrais bien rajouter, cette importance du lieu, on l'intègre aussi dans notre formation de formateur, c'est-à-dire que le lieu qu'on a choisi pour la formation, c'est un lieu institutionnel, c'était un lycée, mais on va accompagner les formateurs à porter peut-être un nouveau regard sur ce lieu de formation, prendre en compte, prendre le temps de porter, de travailler au sein même de ce lieu, d'identifier, comme l'a dit Alexiane tout à l'heure, les potentialités de ce lieu et de s'appuyer sur ce lieu de formation pour travailler ensemble. Et donc, si les formateurs sont mobilisés sur un lieu bien identifié, ils vont pouvoir ensuite mieux comprendre l'intérêt d'accompagner les équipes d'école à elles-mêmes identifier les potentialités du lieu pour faire leur pratique de classe dehors. On invite en tout cas les équipes à solliciter les collectivités, par exemple, pour savoir sur quel terrain elles pourraient s'installer. Donc c'est pour ça aussi que la pratique de classe dehors, elle est partenariale. On a parlé du partenariat avec les associations d'éducation à l'environnement, mais il y a évidemment les partenariats avec les collectivités. Et en tout cas, on incite les équipes à se rendre sur les lieux, à les observer, à y passer du temps pour aussi percevoir justement là où ils vont se sentir à l'aise, là où peut-être il y a quand même un petit aménagement, un petit risque à prévoir, et donc prendre en compte toutes ces questions-là en y passant du temps, en faisant du repérage et en essayant, quand c'est possible, d'aller voir plusieurs lieux, de les comparer, de regarder quand il y a du soleil comment c'est, etc. Et donc aujourd'hui, on est aux rencontres internationales de la classe dehors à Marseille. J'imagine que vous avez pu discuter, assister à des ateliers, peut-être même vous étiez en charge d'un atelier, donc vous avez peut-être envie de parler. Est-ce que vous avez pu avoir des retours, des discussions qui vous ont inspiré sur aussi la formation de formateurs, des choses à mettre en place, des inspirations qui viennent de ce moment aujourd'hui qu'on vit ensemble ? Bien, moi, j'ai suivi des formations sur l'éco-formation et l'écriture, la mise en récit. Et c'est un moyen, effectivement, de faire classe dehors. Et c'était un exercice, vu que je suis prof de sciences physiques, je me suis attaquée à l'écriture, je suis allée sur un domaine littéraire. Et ça me donne des pistes en tant qu'enseignante, en tant que formatrice, en tant qu'accompagnatrice, et aussi même pour moi, pour pouvoir jouer avec l'écriture. Et j'ai vraiment apprécié parce que j'ai ressenti des choses que j'avais pas imaginées, et le pouvoir de l'écriture, j'ai été bluffée par ceci. D'être ancrée dans un lieu et pouvoir écrire comme ça. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Christelle, Alexiane ? Sinon, on arrive progressivement vers la fin de notre interview. C'était un plaisir de recueillir vos paroles. Alors, on laisse toujours un mot de la fin à nos invités. Donc, si vous avez envie de partager un ressenti, ou même partager une idée ici et que vous avez trouvé importante, etc., je vous laisse la parole. Mais moi, j'aurais envie de dire « Osez aller dehors ». C'est une très belle idée, c'est pour ça qu'on est là. Parfait. Super, merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt, j'espère.